grand dossier. Il est consacré ce soir à l'affaire Dupont de Ligonnès parce qu'il y a ce film qui est sorti hier en salle. Il s'appelle Paul Sanchez est revenu. C'est un film de Patricia Mazui. Laurent Lafitte y incarne un policier en cavale, un thriller inspiré notamment par l'affaire Dupont de Ligonnès. Donc même région, même chasse à l'homme. L'occasion pour nous donc de revenir sur l'un des plus grands mystères judiciaires français. On le rappelle, il est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants dans leur maison à Nantes en avril 2011. Depuis, on a perdu sa trace, il reste introuvable. Donc 7 ans après, on va revenir, avant d'en parler avec nos invités, sur ces 7 ans de mystère avec ce reportage de Baptiste Morin. Il est l'homme le plus recherché de France. Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants à leur domicile familial avant de prendre la fuite. 7 ans après, l'enquête se poursuit pour tenter d'élucider l'un des plus grands mystères judiciaires français. C'est une bonne chose que dans ce dossier, mais qui effectivement est passionnant d'un point de vue criminel, que les services de police n'abandonnent pas la tâche. Les enquêteurs recherchent toujours Xavier Dupont de Ligonnès et les raisons qui l'auraient poussé à assassiner sa famille avant de disparaître. Le 9 janvier dernier, la police perquisitionne le monastère Saint-Désert des Carmes à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var. 2 témoins assurent y avoir aperçu un moine ressemblant fortement à Xavier Dupont de Ligonnès. Il aurait trouvé refuge dans cet endroit occupé par 5 moines qui ont fait le vœu de silence. C'est dans cette même commune de la Côte d'Azur que l'homme le plus recherché de France aurait été aperçu pour la dernière fois, en avril 2011, filmé par la caméra d'un distributeur de billets. Près de 7 ans plus tard, les enquêteurs pensent avoir retrouvé sa trace, mais la piste se révèle être une impasse. A priori, je l'ai jamais vu, à moins que je sois venu à la messe, que je lui ai donné la communion, peut-être, je sais pas. Mais moi, je les ai jamais vus, personnellement, je les ai jamais vus. C'est en fait un moine que certains fidèles de la paroisse avaient pris pour Xavier Dupont de Ligonnès. Un signalement de plus qui se révèle faux. En 7 ans, Xavier Dupont de Ligonnès aurait été aperçu sur plusieurs continents, en Amérique du Sud, en Afrique ou même en Asie. L'affaire suscite les témoignages les plus farfelus. Le mystère passionne depuis le 21 avril 2011. Ce jour-là, la police découvre les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, sous la terrasse du domicile familial à Nantes. Les corps sont recouverts de gravats, de terre et de chaux vives. Les dépouilles des 2 labradors de la famille sont également retrouvées, mais aucune trace du père, Xavier Dupont de Ligonnès. Il est soupçonné d'avoir tué un à un sa femme et ses 4 enfants, après les avoir drogués entre le 3 et le 5 avril. Le père de famille aurait ensuite pris la fuite. Aux proches de la famille, Xavier Dupont de Ligonnès a adressé une lettre pour les prévenir d'un départ en urgence aux États-Unis. Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA. En réalité, le père de famille avait des problèmes financiers, comme il l'explique à sa maîtresse dans un mail. Je suis ruiné dans le fond du trou, comme jamais je ne l'ai été. Je n'endors plus, je fais des insomnies presque chaque nuit, avec des idées morbides. Foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun. Monsieur Dupont de Ligonnès avait des revenus relativement faibles, du moins d'après ce qui était déclaré aux services fiscaux. Et on sait, l'enquête l'a démontré, qu'il avait un certain nombre de dettes. Anne-Sophie Martin a écrit un livre sur l'affaire, et pour elle, les écrits du fugitif étayent la thèse de la préméditation. On manque de preuves dans ce dossier, mais il y a une foule d'indices qui l'accablent. Et notamment, dans ses écrits, cette espèce d'annonce du scénario qui collera parfaitement au scénario connu des faits. Comme par exemple ces derniers mots presque prophétiques, En effet, maîtresse, adressés à sa maîtresse. tu n'as plus qu'à patienter, car personne ne pourra me retrouver. Une semaine avant la découverte des corps, Xavier Dupont de Ligonnès est déjà en cavale. Il passe par cette auberge du Vaucluse. Il était là et voilà, paraissait très détendu comme monsieur et très sympathique. C'est vrai que c'est ce qui est le plus surprenant, quoi. Pas du tout nerveux ou quoi que ce soit. Il dort ensuite une nuit à Roquebrune-sur-Argence, dans un hôtel première classe. Il y laisse sa voiture et s'en va à pied. Voici la dernière trace laissée par l'homme le plus recherché de France. Nous sommes alors le 15 avril 2011. 7 ans après, est-il toujours en cavale ou est-il mort quelque part? Les enquêteurs travaillent avec la même application qu'au premier jour. C'est quand même une affaire hors norme, donc à
affaire hors norme, dispositif policier hors norme. La difficulté, justement, c'est qu'on n'a pas de piste à privilégier. Donc on va tous azimuts, les recherches se font tous azimuts avec à la fois l'exploitation des différents témoignages, mais en même temps des recherches sur le passé de la famille, sur le passé de Xavier Dupont de Ligonnès. L'affaire est exceptionnelle. Le crime d'un homme ayant exécuté ses proches sans se suicider sur place. Rare, mais déjà vu. En 1993, Jean-Claude Roman tue ses parents, sa femme et ses 2 enfants, pour qu'ils ne découvrent pas qu'il s'était inventé une vie parfaite de brillant médecin. Une ressemblance avec Xavier Dupont de Ligonnès, mais Jean-Claude Roman n'a pas disparu et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La justice française pourrait aussi se prononcer sur Xavier Dupont de Ligonnès, même s'il n'a pour l'instant pas été retrouvé. C'est en tout cas ce que veulent sa mère et sa sœur, persuadées de son innocence. L'impression globale que j'ai eue, c'est invraisemblance. Donc ça veut dire qu'il aurait été aidé ? C'est certainement le travail de plusieurs personnes. Un procès par contumace pourrait avoir lieu pour mettre fin aux diverses hypothèses et indemniser les victimes. Problème, si Xavier Dupont de Ligonnès refait surface, un 2e procès s'imposera. Et on en parle avec nos invités. Ariane Casanova, vous êtes psychiatre, experte à la Cour d'appel de Paris et membre de l'Association française de criminologie. Merci d'être avec nous. On est également avec Stéphane Babonneau, avocat pénaliste, Laurent Montet, professeur en criminologie et profiler, et Guy Huniet, vous êtes journaliste et vous êtes auteur de l'affaire Dupont de Ligonnès, la secte et l'assassin aux éditions L'Archipel. On le voit à l'écran. On va revenir sur les différents points qu'on a vus dans ce sujet, mais déjà, qu'est-ce qui fascine autant dans cette histoire ? On est 7 ans après, on continue à en parler et ça suscite bien des fantasmes, mais on est tous un peu fascinés par cette histoire. Allez-y, vous qui avez écrit un livre. C'est effectivement une affaire hors norme, quelqu'un qui supprime toute sa famille et qui ensuite disparaît, c'est assez rare, quoi, finalement. Il y a eu déjà l'affaire John List aux États-Unis, évidemment, il y a des similitudes. Probablement que de Ligonnès s'est même inspiré de l'affaire John List. Il y a le même fond... On le rappelle, ce père de famille qui avait assassiné toute sa famille également aux États-Unis, au moment d'ailleurs où Xavier Dupont de Ligonnès vivait. Il y a le même fond apocalyptique dans les 2 cas. Mais il y a des différences significatives également. Et évidemment, je crois que ce qui fascine les gens, c'est au-delà des crimes affreux, c'est le mystère, quoi. C'est de savoir s'il est vivant ou pas. Et la fiction rejoint la réalité, puisque on a le livre de Douglas Kennedy, L'homme qui voulait vivre sa vie, qui rejoint un peu cette... le type tue quelqu'un et refait sa vie. Donc... mais moi, on en reparlera, mais là, il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas dans un roman, quoi. On est dans une réalité extrêmement lourde et que, en tout cas, pour moi, l'hypothèse du suicide ne fait pas de doute, quoi. On reviendra là-dessus parce qu'on sait que c'est évidemment la piste que vous étayez dans votre livre. D'accord avec ça, c'est parce qu'il y a tellement encore de points d'interrogation qu'on est totalement happé par cette histoire. Tout à fait. Alors, je rajouterais dans le caractère atypique de cette affaire le niveau d'organisation probable du criminel, qui dans son haut niveau de préméditation, de prévenance auprès de ses proches, au plan matériel, au plan de la fuite, au plan de tout ce qu'il a fait, même après, on va y revenir en détail, c'est quand même du haut niveau. Et donc, si on cumule, c'est vrai, le mystère, la longévité, le fait que ce soit une affaire hors norme au sens où un individu ne s'est pas visiblement suicidé avec sa famille, et le niveau d'organisation, et le fait aussi qu'on ait un contexte, on va y revenir, peut-être sectaire, religieux, apocalyptique, qui donc infiltre quelque part la motivation de cet individu notamment. Ça en fait effectivement un certain nombre d'ingrédients assez détonnants. Je voulais aussi l'avis de la psychiatre. Il y a un processus d'identification. On se dit c'est un être humain comme un autre. On a tous une part un peu sombre en nous. Est-ce qu'on s'identifie un petit peu et c'est ça qui nous effraie d'une certaine mesure? Pas seulement. Je crois que ce qui est étrange, c'est l'étrangeté. C'est la fascination de l'étrangeté. C'est-à-dire à la fois, effectivement, c'est un être comme nous, mais tellement différent. Et comment comprendre cette différence et qui rebondit à chaque fois avec l'enquête, avec l'ouvrage qui est sorti, le film qui y fait référence. C'est ça, la curiosité de l'étrangeté.
C'est des questions qui n'y restent tout à fait en l'état. C'est pas comme lorsqu'on ouvre un livre et qu'on a la fin d'un roman policier, par exemple. C'est pas du tout. On n'est pas dans le film, on n'est pas dans le roman. On est à la fois dans quelque chose qui n'est pas solutionné, mais en même temps, c'est la réalité, effectivement, qui est une réalité criminelle. Et un drame absolument terrible. Absolument. La mort de toute une famille. Stéphane Babonneau, vous avez été confronté à de nombreuses affaires, j'imagine. En quoi celle-là est particulière en tant qu'avocat, par exemple ? Je pense qu'elle est particulière parce qu'il est rare quand même que dans des affaires aussi tragique, on se retrouve finalement sans aucune piste au-delà de cette date fatidique où on le voit effectivement sur cette image de vidéosurveillance. La plupart des personnes qui sont impliquées dans des drames et dans des meurtres de cette ampleur sont finalement un jour ou l'autre identifiées, soit qu'ils se soient suicidés, parce que c'est souvent le cas, soit qu'on les retrouve et qu'on les arrête. Ici, on ne sait pas. Et c'est ce qui rend cette affaire véritablement hors norme, c'est ce mystère. C'est-à-dire que ça fait maintenant quand même un certain nombre d'années qu'on lui court après et on ne sait pas, on n'est pas capable de dire est-ce qu'il est mort ou bien est-ce qu'il est quelque part et qu'il se cache. Alors c'est ça aussi qui est incroyable. On est 7 ans après l'affaire et les enquêteurs continuent à prendre certaines pistes au sérieux. La plus récente, c'était il y a quelques mois à peine. Donc 2 personnes ont cru l'apercevoir dans un monastère de Roquebrune-sur-Argence. À l'heure qu'il est, il y a encore des enquêteurs qui prennent toutes ces pistes, ces témoignages au sérieux. Donc. Tout à fait. Tout est ouvert encore et je crois qu'on va garder notre prudence et humilité tout à chacun autour de ce plateau aussi. Mais les témoignages, vous savez, c'est quand même quelque chose d'assez aléatoire. Moi, je me souviens dans cette affaire aussi qu'on voyait souvent la femme de l'individu plusieurs jours après, alors que manifestement, elle était déjà morte. Donc, il faut être quand même aussi très prudent sur les informations rapportées. Voilà, il faut toujours essayer d'aller rechercher l'appréciation en direct, à la source, comme on dit, pour essayer d'évaluer un tant soit peu la motivation principale, les ingrédients, j'allais dire, qui signent vraiment, fondamentalement, très spécifiquement, ce qu'il est et ce qu'il aurait pu faire en conséquence. Et c'est ça, je crois, le noyau dur de peut-être ce que l'on pourrait essayer de faire pour se rapprocher, je dis bien se rapprocher de la vérité. Là, il y a une vingtaine de policiers de la police judiciaire qui ont été mobilisés sur cette opération donc, dans le monastère. En quoi est-ce que cette piste-là était particulièrement prise au sérieux et potentiellement crédible sur les milliers de témoignages, on rappelle, que la police a reçus ? Je ne sais pas si c'était plus crédible que d'autres. À mon avis, non. Je ne crois pas qu'elle était crédible parce que quand on connaît bien l'affaire précisément, c'est un type pour qui la religion a joué un rôle essentiel et ça a été même probablement dans les soubassements enfin ça c'est plus le domaine de la psychiatrie, mais dans les soubassements de son être, ça a joué un rôle déterminant. Mais son problème majeur justement, c'est qu'il a rompu avec la religion et ce à quoi il a cru pendant de longues années, à savoir qu'il était un élu de Dieu jusqu'à 35 ans, qu'il a essayé de retrouver la foi. Il a passé son temps du soir au matin sur des sites internet à discuter de Dieu, de Lucifer, des anges, etc., etc. Mais c'est fini pour lui, la religion. Donc la probabilité qu'il soit allé se cacher dans un monastère, à mon avis, elle n'existe pas, quoi. Donc c'est une piste, je ne sais pas... Une espérance humaine. Une espérance humaine. Il faut bien voir que dans cette affaire, on est très souvent on n'est plus du tout dans la raison, mais dans le fantasme absolu. Et donc, il y a des gens qui l'ont vu un peu partout, puisqu'il a été vu 1000 fois, je crois, dans le monde. Mais on est dans le domaine, comme vous le disiez, ça demande à être étayé, et c'est rarement le cas, quoi. Et je pense que les policiers, de temps en temps, ils vont faire un peu comme ça, là, pour alimenter pour la galerie, quoi, si vous voulez. Mais enfin, bon, c'est pas forcément une piste si crédible que ça. On marque une courte page de pub et on se retrouve juste après pour continuer à parler de ce mystère vieux de 7 ans, l'affaire du pont de Ligonnès.